Aujourd'hui, donc une discussion entre science et fiction, entre Pierre Bordage et moi-même. Euh, Peut-être qu'on va d'abord se présenter rapidement parce qu'on ne va pas avoir l'immodestie de penser que tout le monde nous connaît parfaitement dans la pièce. Alors Pierre, je te laisse te présenter d'abord. Merci. Je suis Pierre Bordage, auteur de science-fiction. On parle principalement de science-fiction, mais un peu d'autres genres aussi. Et voilà, donc comme j'ai fait beaucoup de space opera, je suppose que c'est pour ça que je suis avec Roland, qui est un astrophysicien, et que nous avons fait un travail ensemble. On en parlera tout à l'heure. Je te laisse te présenter. Alors moi je suis Roland Lehoucq, je suis astrophysicien au CEA à Saclay, sur le plateau de Saclay, et je suis aussi très actif dans la diffusion des connaissances scientifiques, notamment en utilisant la science-fiction, en analysant les œuvres de science-fiction dans une rubrique notamment de la revue Bifrost, qui s'appelle Scientifiction, qui reprend le nom, le premier nom de la science-fiction, donc elle s'appelle Science Fiction, elle s'est appelée Scientifiction. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez impliqué, on va dire, dans les utopiales, mais ça c'est un autre sujet qui arrivera dans un mois, dans un bon mois maintenant. Et donc effectivement, comme Pierre le disait, on a eu une occasion de collaborer. D'abord, de se croiser dans des festivals, ça c'était déjà un point. Moi, de lire Pierre dans ses premières œuvres, j'ai découvert Pierre en lisant Les Guerriers du Silence. C'est là où j'ai lu, je dis, mais c'est qui ce gars qui a écrit ce truc dément? Et donc là, j'ai commencé à en lire plein derrière. Je recommande vivement Les Guerriers du Silence. Après, j'ai lu Wang, je dis, mais il est dingue, c'est bien aussi. Et après, voilà, ça s'est à peu près jamais arrêté. Et puis est arrivé un moment où j'avais une idée éditoriale qui a été acceptée par un éditeur, et où Pierre pouvait s'insérer parfaitement. Et c'est un livre maintenant qui a un certain âge, je ne saurais pas te dire de combien, Une dizaine d'années, peut-être une petite dizaine d'années, qui s'appelle Planète Exquise. Planète Exquise, c'était Exquise Planète. Ou Exquise Planète. Oui, pour pas faire comme Planète Exquise, parce que ça évoque le cadavre exquis. L'idée était la suivante, et c'est en ce sens qu'on va lancer ce débat sur la construction de mondes, sans doute sur la construction des mondes, du point de vue de la fiction, mais du point de vue des sciences. L'idée était, à la mode du cadavre exquis, ce jeu où on propose une phrase et puis le suivant la complète, et le suivant complète les deux premières, etc. Puis ça fait un texte collaboratif, mais où chacun n'écrit qu'une phrase, ou ça peut être aussi un dessin. Pour les plus anciens, vous avez peut-être une émission, tu te rappelles peut-être ça, qui s'appelait Tac au tac, c'est génial. C'est une émission extraordinaire où il y avait à la télévision française, où il y avait des illustrateurs, où il y avait des boss, hein, il y avait des Drouillet, il y avait des Möbius, il y avait Claire Bretéché, il y avait voilà, des boss de l'illustration, et qui commençaient un dessin, puis le suivant continuait. Ou alors ils avaient un thème, et chacun s'affrontait, entre guillemets, par paire sur le thème. Donc là, l'idée de cette exquise planète, c'était un astrophysicien, en l'occurrence moi, je construis un monde biologique, astronomique, tellurique, je veux dire, la planète en elle-même, comment elle fonctionne. Et je passe la main à un collègue qui est toujours d'ailleurs paléontologue, Jean-Sébastien Steyer, lui qui connaît la biologie, l'évolution, qui est un spécialiste des êtres qui ont précédé, de périodes qui ont précédé les dinosaures. Et lui, dû mettre une vie sur cette planète, de comment elle a pu évoluer, quelle forme elle peut avoir, qui aboutisse éventuellement à une vie intelligente, parce qu'ensuite, la main est passée à un historien qui va en faire une civilisation et qui va raconter l'histoire de ces êtres et de leurs interactions. Une histoire évidemment fictive, mais qui est fondée pour partie sur l'histoire humaine, pour essayer de aussi vulgariser des éléments d'histoire humaine, des éléments de biologie, des éléments de physique. Et puis enfin, et c'est là où Pierre intervenait, c'est on lui donne un monde clé en main. C'est-à-dire que voilà, il n'a pas le choix, le monde il est comme ça, et on lui a raconté l'histoire, et maintenant Pierre, tu te démerdes et tu nous fais une histoire dedans, avec le cadre qui est imposé d'une certaine façon. Voilà, en sens de cadre exquis, on se passe le témoin l'un l'autre, et ça fait un résultat où on ne connaît pas le travail d'avant, et il arrive, et il faut se débrouiller avec. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu le plaisir d'interagir. Ouais, c'était une belle expérience, parce que je me suis rendu compte qu'à quel point la création de l'astrophysicien était importante, et qu'on est obligé de créer des obligations, des impossibilités ou des possibilités. Entre autres, à une orbite un peu elliptique, et qui passait de temps en temps devant des grosses masses, non ? Alors, c'est vrai, d'avoir une orbite, les questions orbitales sont importantes, ça peut fixer les saisons, ça peut fixer... Alors ça, c'est pas tellement... Ah oui, les distances.
variation de distance Oui, peut variation de influencer la distance. température de la planète. Il y a aussi l'inclinaison de l'axe, des éléments orbitaux comme ça, mais aussi d'avoir une orbite elliptique. Il peut y avoir des saisons qui ont des durées inégales, comme nos saisons terrestres, et des saisons qui ont une durée inégale. Ça peut y avoir un printemps ou un été très court et un hiver très long, ou l'inverse. Et du coup, les êtres vivants à cette planète doivent être d'une façon ou d'une autre adaptés à Puis ces conditions. il me semblait que le fait de la masse passant, enfin, quand la planète arrivait pas loin d'une masse très importante, ça créait des Il perturbations peut y avoir des telluriques, perturbations de marée, de exactement. marées, de tremblements de terre. Enfin, Il peut y avoir ça qui impose des choses sur des marées. Et donc j'avais essayé de faire cette planète en essayant de la faire plausible, parce que comme scientifique, il fallait que j'argumente sur la façon dont cette planète était construite, qu'elle soit plausible, qu'elle soit un peu originale, enfin un peu différente de la Terre, pour après fixer des conditions un peu plus difficiles. C'est un peu au paléontologue derrière qui arrive et qui dit il va falloir faire évoluer une vie là-dessus. Donc je voulais lui filer quelque chose où il peut jouer, mais qui soit un peu tricky, qui soit un peu voilà, que ça l'oblige, ça le pousse un peu dans son retranchement. Et donc il y avait, j'ai pensé aussi en amont aux questions, disons, de civilisation, ou aux questions peut-être de la façon dont les êtres envisagent leur position dans le monde. Donc j'ignorais complètement comment ça allait évoluer pour les deux suivants, et puis donc comment Pierre allait prendre les choses, en mettant des éléments astronomiques qui me paraissaient utiles ou marquants, ou qui seraient utiles. Comme nous avons une lune, par exemple, le fait qu'il y ait une lune très visible, qu'il y a des phases, ça a une influence certainement civilisationnelle. Et donc c'était pour tester finalement mes petits collègues derrière, en mettant un élément astronomique. J'ai mis un élément astronomique qui était un amas globulaire de très grande taille. Je pourrais vous raconter, ça m'intéresse que c'est un amas globulaire, mais qu'on voyait très bien dans le ciel à l'œil nu, si on avait été des humains, mais ce n'étaient pas des humains, bien sûr, qui étaient sur cette planète, pour se dire, il y a ce truc dans le ciel qui vous regarde, un peu comme l'œil de Sauron, ou imaginez comme un œil, ou l'œil de je ne sais qui vous regarde. L'œil était dans la tombe des Caïns, voilà. Donc vous avez ce truc qui est là, au-dessus, tout le temps, enfin la nuit, où il est levé, et il vous regarde, il est fixe, hein, c'est pas comme la Lune. La Lune, c'est un peu différent, elle a des phases, elle change, des fois, elle n'est pas là, etc. Là, il y a ce truc qui est tout le temps là. Et voilà, et je me dis, j'imaginais moi ce que j'aurais pu faire, moi, mais c'était pas à moi qu'on posait la question, c'est au suivant. Et là, c'était rigolo de voir ce qui s'en passait derrière. C'est marrant parce que dès qu'on met un regard humain sur les choses changent. En fait, la planète n'existe pas dans notre regard. L'univers existe pour nous parce qu'on le voit, parce qu'on a une interaction avec lui. Et c'était étonnant après toutes ces considérations scientifiques, de mettre un regard humain. Et c'est ce qui fait le travail d'auteur, c'est celui-là, c'est de mettre un regard humain sur les choses. Exactement. C'est ça l'intérêt de la science-fiction aussi pour moi. C'est pas simplement le fameux 700 Wonders qui est propre à la science-fiction. L'idée que waouh, c'est incroyable, c'est un monde extraordinaire, des engins, des fusées, des vaisseaux, Dieu sait quoi, des sabres laser. Waouh, c'est super. C'est aussi des histoires qui raconte l'interaction, et ça c'est un mot très fort en physique, enfin le sens de l'interaction a un sens très fort et très important en physique. C'est aussi l'interaction de ces personnages, alors des humains, mais pas forcément, des êtres vivants éventuellement intelligents, des êtres conscients, en interaction avec ce monde et en se mettant à leur niveau. C'est-à-dire à la fois il faut construire le grand schéma de structure dans lequel ils sont. Alors quand ça se passe sur Terre, le schéma, le lecteur ou la lectrice l'a assez naturellement. Des fois c'est une Terre du futur, une Terre qui est un peu transformée, une Terre qui a été amoindrie, déformée, transformée ou abîmée. Mais il y a des éléments qu'on connaît, puis il y a des fois, dans ce cas de cette planète, elle est nouvelle, tout est nouveau. Donc il faut donner tout un tas d'éléments cohérents, mais ce qui donne sens à tout ça, c'est précisément, et là je suis absolument d'accord avec Pierre, c'est le regard des êtres conscients qui constatent ce monde. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'intérêt. Sinon, décrire un monde uniquement sur le caractère scientifique et tout, ça peut paraître froid on peut pas faire une histoire là-dessus, quoi. Ça pourrait être un exercice déjà, hein, au sens de l'exercice de physique ou de chimie. Ouais. On pourrait imaginer ça d'ailleurs, une classe d'étudiants, on les prend, ils ont des cours de tout un tas de disciplines, ou même une classe ou un ensemble d'étudiants de multiples disciplines, et on leur donne une semaine pour construire un monde en utilisant les connaissances qu'ils ont acquises dans leur cours. Ça sera à titre d'examen, disons, ou de test, et ils doivent construire un monde qui est plausible, aussi possible que possible, au regard de toutes les disciplines qu'ils ont Moi, maîtrisées. j'ai l'impression que si l'univers existe, c'est pour qu'on puisse le regarder. Je pense qu'il a de l'intérêt si on le regarde.
si on lui porte un regard d'humain ou d'être conscient, j'ai l'impression qu'il existe d'un seul coup. Il est comme justifié. Et toi, quand tu construis tes mondes, malgré tout, Pierre, quand tu construis un monde, une planète, que ce soit un vaisseau, des grands vaisseaux qu'on peut voir, etc., quand il y a un monde qui est construit, fût-ce autre chose qu'une planète, il y a quand même il faut qu'il soit d'abord, il faut aussi qu'il soit fonctionnel. Il faut poser le regard dessus. Fonctionnel, j'en suis loin parce que je ne sais pas comment ça marche. Non, mais à minima, je te parle aussi par fonctionnel, ça veut dire même sans. Oui, qui paraissent. Il faut que paraissent cohérents, qui paraissent crédibles. Il ne faut pas que le monde s'écroule en 3 minutes d'une certaine façon. Sinon, s'il n'est pas crédible, il va disparaître peut-être chez ton lectorat l'incrédulité, la suspension d'incrédulité qu'on convoque souvent dans la science. On dit il se fout de notre gueule, bordage, ça tient pas la route, son truc, on n'y croit pas du tout, donc on referme le bouquin. Alors qu'il faut qu'il y ait quand même une cohérence. De cohérence, ouais, mais de toute façon, ça je l'ai appris de Pierre Michaud, de l'éditeur de la Talente, qui m'avait fait un petit cours d'astronomie dans la marge de mon manuscrit en me disant Pierre, ton système n'est pas possible parce que. Et il dit oui, mais il est joli mon système. Oui, mais il n'est pas crédible. Donc, s'il te plaît, si tu veux garder la crédibilité du livre, tu fais un système cohérent scientifiquement. Donc, j'ai changé mon système. Et après, j'ai compris. Pour quel livre ça? C'était C'est pour les Guerriers du Silence. Pour les Guerriers du Silence. Oui, il y a un système planétaire que je trouvais très beau, mais apparemment, ça ne tenait pas la route. Et donc, j'ai compris que finalement, quand on abordait le space opéra, tout ce qui était du domaine de la science connue, j'étais obligé de respecter. Je veux dire, les gravités, les trucs, tout ce qu'on connaît. Et ça donnait de la crédibilité ensemble. Alors, sur un vaisseau, on essaie de donner le maximum de crédibilité sur une construction de vaisseau, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, des vaisseaux qui vont plus de la vitesse lumière, c'est pas possible. En théorie, c'est impossible. Hein. Elle valait plus que la lumière dans la physique actuelle, non, c'est rédhibitoirement en dehors du champ de la physique actuelle. Oui, ouais, c'est ça. Donc, on est obligé de tricher. On donne des éléments pseudo-scientifiques, mais ça s'approche plus de la magie, finalement. Parce que ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, quand c'est connu, quand ce sont des lois connues, je les respecte, j'essaie de les respecter, je m'informer. Moi qui étais nul en physique... bon, c'est ça, tu sais des trucs. Non, je suis pas du bon, mais j'ai trouvé le plaisir de la lecture, de la découverte de l'astrophysique par des gens comme Trygve Tuan, qui mêle bouddhisme et recherche scientifique. Ça m'intéressait parce que voilà, c'était à ma portée, je pouvais comprendre des choses et avoir une culture scientifique que je n'avais jamais eue avant. Parce que les sciences, enfin, les éléments de science, moi, de mon point de vue de physicien, pour un littéraire, pour un auteur, ça apporte des contraintes. Mais des contraintes, pour un auteur, il y en a toujours. L'éditeur va te dire non, mais tu ne me fais pas un manuscrit de 3 millions de signes, je veux, je sais pas quoi. Enfin, il y a des contraintes. Et puis même l'auteur lui-même, ou l'autrice, s'impose des contraintes. Il veut. Mais il y a une cohérence littéraire aussi à trouver. Et donc, ces contraintes, finalement, physiques, ne sont qu'une couche supplémentaire qui va peut-être forcer ou pousser l'auteur ou l'autrice dans ses retranchements pour essayer d'être créatif, pour créer quelque chose qui lui paraisse intéressant dans un cadre où il y a déjà plein de contraintes, mais on en rajoute une autre qui est quand le soleil est rouge, alors la photosynthèse n'est pas pareille, par exemple. Et donc, du coup, les plantes, elles sont pas vertes, elles sont je sais pas comment. Et comme elles sont je sais pas comment, alors ça change, je ne sais quoi, l'odeur, j'en sais rien. Et donc la perception du monde. C'est ça. Mais c'est aussi un plaisir pour l'auteur de Space Opera que je suis, de décrire une planète, de découvrir une planète. Je suis très content d'une planète qui s'appelle Ephrén, par exemple, dans Guerriers du Silence, dans Terra Mater, dans le 2e tome, j'ai imaginé une planète qui était couverte d'eau, entièrement aquatique, et dont l'eau s'est évaporée. Et ça laisse un bouclier de corail. Il y avait la planète entourée de coraux, et qui bouche... qui empêche la lumière de l'étoile de passer. Sauf qu'il y a des trous dans ces boucliers de corail et des espèces de tunnels par lesquels la lumière passe. Et donc, ces tunnels se bouchent parce qu'il y a une sorte de lichen ou de je sais pas qui se balade là dans le bouclier de corail. Et j'ai créé une corporation de femmes, uniquement des femmes, parce que c'est très très fragile, le corail. Et elles sont chargées de nettoyer les tuyaux des orgues, on appelle ça les orgues, pour que la lumière continue de passer, quoi. Et ça, c'est la planète qui m'a imposé de créer ce métier.
parce qu'il fallait s'adapter à ce monde. Les planètes où les océans sont évaporés, ça existe dans la vraie vie, ça s'appelle Mars. Il y a... Mais il n'y a pas il y a pas de corail. corail. S'il y avait du corail sur Mars, on dirait c'est bon, il y a eu de la vie avant. Ça, Ouais, c'était c'est ça, ouais. la question de est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. De la vie passée en l'occurrence. Ailleurs, c'était plié, on était facile, il n'y a pas besoin d'avoir des rovers à grands coups. Il y avait du corail sur Mars, Bah la ouais, Terre ouais. était pliée. Mais sur Mars, c'est ça qui s'est passé sans doute, c'est que cette planète a eu de l'eau liquide pendant plusieurs centaines de millions d'années à sa surface, peut-être 400 ou 500 millions d'années. Et puis, par sa faible masse et son champ magnétique aussi très faible et maintenant quasiment nul, elle a perdu son atmosphère. Et sans atmosphère, évidemment, l'eau va s'évaporer spontanément, va se mettre à bouillir spontanément. La température d'ébullition, déjà je suis un petit cours de physique, dépend de la pression. Et quand il n'y a plus de pression, bah, ça boue, ça se barre. Plus d'eau, plus d'océan, plus rien. Et donc il reste Mars maintenant comme un désert où on essaie de trouver des traces d'une vie passée. Alors là, il n'y a pas de magnifique concrétion corallienne. Non, là, il faut aller creuser. Ça, c'était un peu esthétique aussi. Ouais. Ah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Et donc, cette question des contraintes, moi, j'aime bien ça, parce qu'en physique, évidemment, ça peut presque définir ce que c'est le réel. Enfin, il y avait une définition du réel par Philippe Cadic, c'est le réel, c'est ce qui continue d'exister quand vous cessez d'y croire. Et en physique, il y a le réel, c'est ce qui contraint, c'est ce qui vous impose de la gravité, elle est là, quoi. Vous pouvez décider de nier la gravité. On voit beaucoup dans le monde actuel les vérités alternatives, c'est ma vérité, blablabla, blablabla. Alors, par exemple, c'est ça qui est cruel en physique et en sciences en général, en sciences naturelles en général, c'est que ça peut confronter, les prétentions peuvent être confrontées à l'expérience. Et donc, si quelqu'un pense qu'il peut voler par la force de sa pensée, les gars du silence, c'est ça. Camarade, alors, dans les gars du silence, alors, balèque, on fait ce qu'on veut, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais dans le vrai monde, et c'est ça quand même la différence, et aussi peut-être l'intérêt du vrai monde et l'intérêt de ces mondes de fiction, l'intérêt d'une autre manière, c'est que si quelqu'un a cette prétention-là, il dit, ben voilà, toi la tour Eiffel, là, ben, tu montes, puis on te regarde attentivement, jette-toi dans le vide et tu nous montres, par l'expérience, que tu vas, flotter dans l'air. Ce qui est marrant, c'est que le vol, il y a un yogi qui s'appelait Patanjali, dans l'Inde védique, qui a créé des sutras, dont il y a le sutra de la lévitation. Donc on pouvait, en utilisant cette formule de sutra de la lévitation, du vol, on pouvait voler en théorie. Ça, c'était dans le monde réel ou dans le monde des gars du silence? C'est-à-dire que j'ai essayé, personnellement, je n'ai pas réussi. Ah oui, c'est ça. Donc il y a ça. Donc si on est, alors évidemment, l'argument c'est tu ne t'es pas assez entraîné. Non, mais c'est que tu n'es qu'un padawan et on va t'expliquer. D'ailleurs, donne-moi 100 000 € et je vais t'expliquer longuement. Et puis on prenait des précautions parce qu'on mettait de la mousse pour si on tombait, quoi. Ah oui, bien sûr. Ben, il faut faire attention. Il faut être prudent. On n'est jamais à l'abri du succès. Donc du coup, si jamais ça marche, c'est ça. Si ça marche, si on tombe, faut pas se faire mal. Non, mais voilà. C'est marrant qu'il y ait ce sutra-là. Les Yoga Sutras avec ce sutra du vol. Et ça, cette idée que la physique, c'est ça. Ouais, la physique, c'est ça. C'est le vieux rêve du vol. Mais en physique, en sciences expérimentales en général, la physique, la chimie, la biologie, il y a comme cette confrontation au réel. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et la gravité, ouais. Et qui contraint. Alors la gravité, mais plein de choses qui sont des fois plus obscures, même qui sont si difficiles parfois à mettre en œuvre. Par exemple, la question de l'énergie est conservée, comme on dit. Il y a autant d'énergie avant qu'après une transformation. Donc, quand on nous parle de problème d'énergie, on se dit mais il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a autant avant qu'après. Il est où le problème? En fait, il y en a autant avant qu'après. Il y aurait plein de subtilités à dire maintenant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette loi de conservation, il y en a d'autres en physique qui sont très importantes dans l'histoire de la physique, dans l'élaboration de la physique. Pour le cas de l'énergie, on a mis 2 siècles à la comprendre, à la mettre en œuvre, à la montrer, à la prouver, enfin, à en être convaincu. Et donc, une fois qu'on est convaincu de ça, il y a un progrès, donc ça met du temps déjà pour montrer ça. Et puis ensuite, dans les années 1900 quelque chose, 20, 30, on s'est rendu compte qu'il y avait un processus de désintégration d'un noyau radioactif qui semblait ne pas respecter la conservation de l'énergie. La contrainte qu'on a mis 200 ans à comprendre, on est des génies, la vie est belle, la thermodynamique, machine à vapeur, tout ça, c'est super, on a tout compris. Et puis là, il y a un truc devant, là, il dit, ben non. Apparemment, non. Dans cette transformation-là, il semble qu'il n'y ait pas respect de la conservation d'énergie. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on se dit, bah, du coup, on s'est trompé, le truc, qui a raison, c'est quoi le problème? Comment garder la contrainte que j'ai mis du temps à élaborer, et que je l'ai vérifié dans plein de situations, ça se passe très bien, et là, ça marche pas. Et ben, comme souvent en physique, et ça peut être, ça
je dis ça pour que tu rebondisses évidemment derrière, Pierre. Il y a deux solutions dans ces conditions-là en physique, quand il y a une inadéquation entre ce qu'on pense être le fonctionnement du monde, parce qu'on l'a élaboré sur des longues réflexions et on a merdé pendant des années et des années. Et puis là, on pense qu'on a compris, puis il y a un truc qui colle pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a deux solutions pour s'en sortir. Soit on modifie les lois. Donc c'est sur ça que je vais te faire réagir après, Pierre. Soit on modifie les lois. On dit, la constante de l'énergie, c'est faux. Ça marche. On pensait que c'était vrai, mais ça marche pas. Il faut trouver un autre truc plus général pour rendre compte de ce qu'on avait compris avant. Et du nouveau truc. Il y a une exception, mais là, il faut essayer de trouver une loi où il n'y a plus l'exception. Ce truc-là n'est plus une exception dans la nouvelle loi. D'accord. Donc je change les lois pour que l'exception ne soit plus une exception dans la nouvelle loi. Mais attention, les trucs d'avant qui marchaient bien, on avait compris, il faut qu'on en tienne compte aussi. Il faut que ça fasse un ensemble. Et la deuxième solution, c'est d'inventer un nouvel acteur. Il y a un truc, par exemple, là dans ce cas-là de désintégration radioactive, ce qui a été imaginé, c'est qu'une particule supplémentaire était émise, qu'on ne détectait pas, et qui emportait l'énergie manquante, qui semblait manquante. Et cette particule, on l'a nommée avant de la découvrir, on l'a nommée le neutron, puis après le neutrino, elle a été découverte 30 ans plus tard. Et donc on a invoqué un nouvel acteur, un nouvel objet physique, inconnu, qui n'existait pas dans le bestiaire de la physique. Et cette particule neutrino, on l'a invoquée pour dire on garde la loi, mais on va invoquer un autre élément qui explique la chose, pour qu'on rende compte de l'exception. On garde la loi, mais on invente un nouvel élément. Et puis ensuite, si cet élément nouveau qu'on prétend exister, on le découvre, ça donne une portée considérable à l'hypothèse. On a émis l'hypothèse avant la découverte, et on confirme par la découverte l'hypothèse qu'on a faite. Donc ça lui donne une force prédictive considérable. Et puis si on ne la découvre pas, on est dans la merde, on dit je ne comprends pas, ça ne marche toujours pas. Et dans l'histoire des sciences, il y a tous les exemples de ça marche bien ou ça ne marche pas. Et donc voilà, je reviens sur mon point, Pierre, c'était la question de modifier les lois ou modifier les acteurs. Parce que finalement, dans les mondes que tu construis, il y a des règles que tu imposes, que tu choisis, j'imagine. Et il y a aussi des acteurs, des personnages. Et donc, est-ce que toi, comment ça fait écho à toi? C'est pour ça que peut-être une question un peu théorique. Déjà, un auteur, c'est celui qui invente des nouvelles lois tous les jours. Mais c'est des hypothèses qui sont jamais fondées. On n'en a pas trouvé. Oui, moi, ces lois, je les respecte. Quand je crée des lois, j'essaie de les respecter. Oui, il faut être cohérent. Oui, c'est la cohérence. Non, mais pour les acteurs aussi, est-ce que tu peux inventer un personnage qui défie la loi, auquel tu ne pensais pas initialement, oui, ça, et que tu ajoutes en plus parce que tu te dis si je mets lui, alors ça va mieux, ça va donner une plus grande cohérence dans le. Oui, je fais ça, oui. Je fais ça. Il y a des personnages qui arrivent pour pallier un manque ou pour compenser quelque chose et pour donner plus de clarté. Il y a des personnages que je mets après parce que j'ai l'impression que si je mets ces personnages, ça va enrichir le récit. Ça va lui donner plus de cohérence, plus de chair, plus de ce qu'on appelait tout à l'heure de croyance. Enfin, ça renforce le suspension of disbelief pour le lecteur, parce que j'ajoute quelque chose de supplémentaire qui confirme ce que j'essayais de dire avant. D'accord, c'est pour rajouter de la cohérence. Donc ça, c'est un peu, ça, de ce point de vue-là, ça ressemble un peu à la physique, aux sciences naturelles. Pour dire que l'idée, c'est que la science-fiction et la science, c'est pas si éloigné qu'on pourrait le croire. D'abord, il y a science dedans. Donc, oui, déjà. Il y a déjà. Mais il y a cette idée, entre les lois du monde qui doivent être cohérentes. Alors pour la physique, c'est les lois du monde qui priment, qui ont la primauté. Mais s'il faut, c'est pas la primauté on essaie de les établir à partir d'observations du réel, de ce qu'on pense être le réel, des expériences ou des observations. Les expériences, c'est on sollicite le réel. Et les observations, c'est on regarde. Alors en astrophysique, c'est plutôt des observations. Il n'y a pas d'expérience d'astrophysique. On ne fait pas une étoile en miniature dans un laboratoire. L'étoile de la mort. Oui, l'étoile de la mort. On pourrait, mais elle est grosse déjà, l'étoile de la mort, elle est déjà assez grosse. Et cette confrontation au réel, elle permet par essai, on pourrait dire finalement par essai-erreur, de construire, de déduire la façon dont fonctionne le monde, soit en modifiant les lois ou en ajoutant des acteurs. Et les deux ont été vérifiés dans l'histoire des sciences. Les deux principes, ces deux voies se sont manifestés dans l'histoire des sciences. Donc la construction du monde, la compréhension de notre monde physique,
elle est explicitement soumise aux contraintes du réel que sont l'expérience, l'observation. Alors encore faut-il qu'elle soit bien menée, c'est-à-dire j'entends par là que évidemment un théoricien qui a une très belle idée, j'ai une idée géniale, très beau, magnifique, vous voyez le monde il est comme ça, il y a une expérience qui vient contredire, mais t'as merdé, ton expérience elle est nulle, refais tout, je dis mais quel arrogant, tes calculs sont minables, enfin voilà, c'est aussi des humains qui font les sciences, hein, donc du coup ça fight un peu, il y a aussi de la mauvaise foi, il y a tout ce qu'on veut, des fois ça prend du temps, mais normalement si on colle à cette méthode-là, on finit par aboutir à une meilleure compréhension du monde. Alors que finalement, dans la science-fiction, il n'y a pas de meilleure compréhension du monde. Il faut que le lecteur, la lectrice, comprenne le monde, puisse y rentrer, puisse y vivre. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on va faire des space opéras. C'est une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi je ne fais pas de la littérature comme tout le monde Non, mais du space opéra, tu pourrais même faire autre chose, du cyberpunk ou du je sais pas quoi. Non, j'aime pas ça. Un autre genre. C'est un argument. J'aime pas tout ce qui est punk. C'est pas punk, toi, comme gars. Non, je fais pas de steampunk, je fais pas de cyberpunk. Tu pourrais faire du chronie, tu pourrais faire. Du chronie, oui, j'en fais, tout ça. Non, mais après, c'est un genre. Mais le space opéra, j'y reviens tout le temps parce que d'abord, quand je suis dans l'espace, j'ai qu'une envie, c'est de revenir sur Terre. Et quand je suis sur Terre, j'ai qu'une envie, c'est de repartir dans l'espace. Ça s'appelle un oscillateur harmonique en physique, ça. Tu vois, voilà, une force de l'oscillation. Je suis fier de faire de l'oscillation harmonique. Oui, c'est harmonieux aussi, l'oscillation harmonieuse. Donc. Et alors moi, je me suis demandé, je vais te poser la question aussi, parce que moi, je me suis demandé pourquoi j'allais là-dedans, qu'est-ce que je cherche là-dedans. C'est très confus dans ma tête. Enfin, pourquoi faire du space opéra? Pourquoi se donner cette peine de créer des mondes, de faire des constructions imaginaires, d'essayer de les faire tenir, d'essayer d'intéresser le lecteur à ça. Mais je cherche aussi une compréhension du monde, mais une compréhension plus instinctive du monde, plus subjective du monde. Quelle est ma place dans le monde? Est-ce que je suis un enfant du Big Bang? Rien que ça. Si je suis un enfant du... La réponse est oui. Enfin, tu n'es pas le seul. Je te rassure. Mais on est tous enfants du Big Bang. Y compris les cochons, les ânes et les microbes. Hein, peut-être que c'est ça que je recherche inconsciemment, cette espèce de bruit du monde. Quand j'étais petit, j'entendais une sorte de bruit de chuchotement bizarre et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait une présence, quelque chose qui me soufflait quelque chose. Je sais pas quoi, une sorte de murmure. Et je dis, c'est peut-être ça que je recherche confusément en faisant du space-up, c'est remonter à l'origine du monde, quoi. C'est l'astrophysique. Alors, c'est pas qu'en astrophysique, mais en astrophysique, il y a évidemment cette envie-là de remonter dans le passé. Et je dirais d'ailleurs dans toutes les disciplines que je pourrais qualifier d'historiques. Alors, bien sûr, l'histoire, évidemment. L'histoire du monde, l'histoire humaine, mais que ça soit la géologie, la paléontologie, l'archéologie, enfin, toutes des disciplines qui, à partir de traces présentes, alors la lumière qui vient du ciel, des bouts d'os qui dépassent du sol, des cailloux, Dieu sait quoi, on essaie de reconstruire, les spécialistes essaient de reconstruire l'histoire passée à partir d'éléments présents, en essayant de trouver et avant. Et la lumière des étoiles. Et avant ça, il y a quoi? Et avant ça, il y a quoi? Et donc ça, c'est toujours intéressant. Et avant, c'est un peu comme les enfants qui posent des questions. Et pourquoi? Parce que. Mais pourquoi? Parce que. Parce que. Oui, non, mais j'entends bien, mais voilà. Et on sent bien qu'il c'est un début de questionnement sans fin, récursif finalement, et qui s'arrête alors en science, en science, il s'arrête à un moment donné. Qu'est-ce qui ça pousse à faire de l'astrophysique? C'est ça, cette recherche. De remonter dans le passé de la façon dont c'est structuré, dont a évolué l'univers, c'est clairement il n'y a pas que ça, mais il y a ça, ça s'appelle la cosmologie en astrophysique. Mais une différence entre l'astrophysique et l'imaginaire, c'est que et avant, toi tu peux toujours inventer le et avant, alors qu'en astrophysique par exemple, et avant la matière, il y avait et avant, et à un moment donné où faute d'observation et aussi faute de théories actuelles, comprises, fonctionnelles, capables de décrire ces instants très lointains dans le passé, parce qu'on sait que les conditions sont très différentes. À force de remonter, de refaire l'enquête à rebours, on finit par dire l'univers était plus dense et plus chaud, mais vraiment plus dense et vraiment plus chaud, mais vraiment chaud là vraiment très très chaud, mais très chaud. Et à un point qu'on n'a plus de théorie physique capable de décrire ces états de la matière à ces époques très reculées dans le passé. C'est après le mur de Planck. Voilà, par exemple, c'est le fameux mur de Planck. Il y a des moments au-delà duquel on ne peut absolument rien dire, des sortes d'horizons
à la fois d'observation, c'est-à-dire on ne voit pas au-delà de ces éléments, et même bien avant ces éléments-là, ces événements-là, on ne voit pas, un peu comme un horizon maritime finalement, au-delà de l'horizon, on ne voit rien, mais il y a aussi un horizon technique, aussi ça pourrait être un horizon technique, d'une certaine façon, si on avait des meilleurs instruments, alors on verrait mieux les choses, ce qui a été effectivement le cas dans l'histoire de l'astrophysique. On a inventé des nouveaux télescopes plus grands, plus puissants, qui observent dans des longueurs d'onde inaccessibles à nos yeux et qui ont permis de révéler un monde qui avant était ignoré. Mais il y a aussi un horizon intellectuel, c'est-à-dire on manque d'idées, on manque de théories, on manque de capacité pour élaborer ces théories, de capacités techniques et d'observation, pour essayer de décrire ces états qui précèdent. Oui. Ensuite, on rentre dans un autre mode. Certains chercheurs ou chercheuses en parlent, mais c'est sur un mode des fois un peu, disons, douteux, à mon sens douteux, parce qu'ils ne précisent pas forcément d'où ils parlent, et qui rentrent déjà dans la spéculation, et qui rentrent peut-être dans quelque chose qui ressemble plus à de la science-fiction, en tout cas une science très spéculative, mais eux, comme ils en parlent de leur point de vue de scientifique, on pourrait presque croire que c'est vrai, puisque c'est un scientifique qui en parle, alors qu'en fait, le statut des discours qui sont tenus ont le même, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, que ceux que Pierre ou qu'un auteur de autrice de science-fiction peut porter sur et avant et avant et avant. On n'a pas d'éléments pour justifier ça, autre que ça a l'air merveilleux, c'est cool, ça fait plaisir d'en parler, et il y a des gens qui nous écoutent, et donc ça fait plaisir. Donc la différence s'estompe quand on vient dans cette physique très spéculative. Alors que dans l'imaginaire, et avant et avant et avant, je te connais, tu peux toujours dire un truc, toi, tu auras toujours quelque chose à raconter. Ouais, j'espère bien. J'ai fait une nouvelle qui s'appelle Origen, d'ailleurs, où on envoie un vaisseau plus vite que la vitesse de la lumière et qui remonte le temps, et où ça se termine dans un brasier fusionnel. Ça rappelle, il y a une histoire, il y a une... Comment elle s'appelle? C'est Tau Zéro de Poul Anderson, comme ça, où ils sont dans un vaisseau qui accélère, et il accélère, c'est une méthode d'accélération qui est assez maligne, puisqu'elle consiste à ramasser, au fil de l'avancée du vaisseau, à ramasser la matière qui va servir à propulser le vaisseau. Au lieu de partir avec le stock de matière, on part avec un petit stock pour lancer la propulsion, puis une fois que le vaisseau est lancé, il ramasse une sorte de grand filet magnétique, il ramasse ce dont il a besoin pour se propulser, et le système de décélération tombe en panne. Donc le vaisseau, les mecs, accélère en permanence. Il accélère tout le temps, il peut plus décélérer, donc ils sont à fond la caisse, ils sont à fond. Et là ils se disent c'est quand même un peu emmerdant, mais on va y arriver. Puis ils se rendent compte que comme il accélère tout le temps, les durées passées dans le vaisseau deviennent, pour eux c'est toujours les mêmes. La vie se déroule normalement, mais elles correspondent à des durées qui sont de plus en plus longues sur Terre, et que même s'ils arrivent à arrêter le vaisseau et à faire demi-tour, il s'est déjà passé des milliers, des millions, des dizaines de millions d'années sur Terre. Donc ils sont à la fois coupés spatialement, parce qu'évidemment ils se retrouvent à aller à des distances très considérables, mais c'est pas le plus gros problème. Ils sont coupés temporellement. Et puis voilà, je vous laisse. Ces fameux trucs du temps. Je vous laisse voir. Et après ils ont quelque chose qui pourrait ressembler, sans être, parce que c'est pas Pierre Bordage qui a écrit, c'est Poul Anderson. C'est Pierre Bordage, c'est bien aussi. Le mec, paf, désagréable. Mais donc le twist sera certainement différent, mais il y a l'idée d'aller de vivre physiquement pour des humains, dans la durée de vie d'un humain, des événements qui sont dans un futur extraordinairement éloigné, qui, en unité terrestre, d'humains vivant sur Terre, se chiffrerait en milliards ou en dizaines de milliards d'années. Donc en jouant sur les contraintes de révéler, enfin de mettre en scène des choses qui sont étonnantes, évidemment, pour nos esprits habituels. Donc c'est vrai que le space opéra, ça a vraiment un genre qui permet de s'émerveiller encore. Je pense que c'est le genre merveilleux de la science-fiction. C'est peut-être aussi pour ça que je vais là-dedans. C'est parce que ça sort de la science-fiction spéculative qui est souvent sinistre, enfin qui promet des avenirs plutôt sombres en général, parce que d'écrire des utopies, c'est un peu pénible aussi. Parce que quand on commence un bouquin par « Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants », on a du mal à trouver la suite. Si nos enfants vont se mettre au trafic de drogue, alors là, on peut faire quelque chose, mais on n'est plus dans l'utopie. Donc le space opéra, c'est le refuge du merveilleux en science-fiction, parce qu'on découvre des mondes, tout ça. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je vais là-dedans. J'ai besoin d'être émerveillé encore, d'être un enfant devant des choses étonnantes. Oui, mais c'est du merveilleux, mais c'est pas le merveilleux au sens de la fantaisie, disons. Non, c'est du merveilleux lois, dans l'étonnement. Voilà, dans l'étonnement, voilà, je suis d'accord. Il y a des règles, enfin, il y a une cohérence interne, il y a un respect minimal parfois, mais quand même
de principes, d'un cadre physique, d'un cadre matériel, d'un cadre biologique minimal, quoi. Donc c'est ça qui est aussi, moi, du point de vue scientifique, qui m'intéresse. Parce que si une œuvre de science-fiction essaie de respecter ce cadre-là, alors moi, comme scientifique, je peux m'amuser à l'analyser. Non pas pour dire « Oh là là, Bordage, putain, il a encore écrit des conneries sur les planètes, ça va pas du tout ». C'est pas J'ai dû le en point. faire quelques-uns. Mais c'est pas le point. Le point n'est pas là. C'est pas faire une sorte de censure, dire oh, ces auteurs de science-fiction, quel bande de guignols, ils connaissent rien à la physique. C'est pas absolument pas le point. C'est vraiment plutôt d'essayer de, justement, sur une œuvre a priori intéressante, puisque c'est une œuvre de science-fiction qui peut avoir un certain succès, qui peut attirer des lecteurs ou des lectrices qui sont différents de ceux qui liraient des œuvres de vulgarisation scientifique. Et bien, au prétexte de ces œuvres, on peut essayer de tirer un fil, analyser ce vaisseau. Alors dans le cinéma, ça marche bien aussi au cinéma parce qu'il y a des images qui sont créées, des images au sens matériel. On lit les œuvres de Pierre Bordage, il y a des images, évidemment, mais c'est une image mentale, c'est en lisant. Et puis on peut tirer de l'image, on peut tirer un peu la ficelle et puis essayer d'analyser, d'exercer son esprit critique, de travailler intellectuellement sur un sujet plutôt plus plaisant qu'un exercice de physique, soit R, un ressort de raideur K, au bout duquel est attachée une masse M ponctuelle, je tire dessus, que se passe-t-il? Vous voyez, c'est un peu chiant tout de suite. Alors que si on dit Pierre Bordage qui oscille entre l'espace et qui veut revenir sur Terre, et quand il est sur Terre, il est dans l'espace, ça s'appelle l'oscillateur harmonique, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus amusant. Et donc, donc c'est pour dire voilà, qu'on peut essayer d'aborder des éléments de science, de physique, pour moi, mais ça peut être de biologie, de chimie. Il y a, je ne sais pas s'il est là, mais il y a dans le public quelque part, il y a Fabrice, peut-être pas ici, mais ailleurs, dans l'hypermonde, il y a Fabrice Chemla, un chimiste aussi qui s'intéresse beaucoup à ça. Et donc je vois maintenant un certain nombre de scientifiques au sens très large, y compris des sciences humaines, hein, des gens qui sont des sociologues, des philosophes ou des urbanistes qui s'intéressent à la science-fiction aussi pour, d'abord comme terrain de jeu éventuellement, pour montrer des choses, des mondes qui sont simulés, des mondes qui tournent, parce que les mondes que fait tourner Pierre, ils peuvent être intéressants pour la réflexion être en dehors du monde, faire le pas de côté que la science-fiction aime bien faire, mais aussi qui se plaisent à les utiliser pour les analyser, pour évoquer des thématiques réelles, concrètes de notre monde, mais cette fois-ci sur un autre monde, penser d'autres mondes. Oui. Oui. Ça, parce que penser d'autres mondes, j'ai un cours que je fais avec un collègue philosophe et technique qui s'appelle Penser d'autres mondes pour penser le monde autrement. Donc on sent que c'est pensé là. Les étudiants sont là. Il a l'air bien. C'est écrasant là. Et là on se dit oh là, putain, le poids de la science, ça fait pas rigoler quoi. Le poids de la science, ça fait pas rigoler. Non, heureusement que tu as l'esprit ouvert, hein, parce que si tu veux voir un astrophysicien pour lui dire voilà, je veux faire tel vaisseau, il doit aller sur telle planète, il va mettre 10 années-lumière. 10 années-lumière, oh là là. Il faut une énergie considérable, c'est impossible quoi. Non. Voilà. Ça peut être l'aspect pour partie stérilisant des sciences, c'est-à-dire dire ah votre truc ça marche pas, ça marche pas parce que plein d'arguments, il y en a toujours beaucoup de sciences, de techniques, etc. Donc ça c'est l'aspect un peu stérilisant, mais à l'inverse il y a aussi pour faire des nouvelles sciences, pour avoir de nouvelles idées, il y a une part d'imagination. Il faut avoir aussi une part d'imagination, éventuellement débridée. Comme peuvent l'avoir les auteurs de science-fiction, mais imagination débridée qui doit être, qui passe à un moment donné sur les fourches codines du réel. C'est-à-dire, on peut raconter ce qu'on veut en science, en fait. Simplement, à un moment donné, il faut confronter ces idées au réel matériel expérimental. Alors qu'en science-fiction, on peut raconter ce qu'on veut. Et puis voilà. Après, il faut trouver un éditeur qui l'édite et des lecteurs qui le lisent. Les fourches codines, elles sont là. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un publie. On peut aussi raconter ce qu'on veut. On a le droit de raconter ce qu'on veut. Ça pose pas de problème. Donc en science, il y a toujours cette idée qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faudra confronter ce qu'on raconte au réel, l'expérience. Voilà. Au réel matériel expérimental. Et ça, évidemment, c'est la partie tranchante. Et là, la force de la fiction, c'est peut-être d'emmener le lecteur, même si c'est des mondes qui ne sont pas vérifiés scientifiquement, de l'emmener là-dedans, et le fait qu'il oublie complètement qu'il n'est pas dans des mondes crédibles. Donc, c'est suspension of disbelief. Et ce pas de côté, ça fait faire un pas de côté. C'est pour voir le... Donc ça c'est intéressant parce que il y a la force de la fiction aussi absolument. Dans la science-fiction. Absolument. Je vois qu'il est déjà... C'est dingue, on a pas mal parlé finalement. Il est déjà 14h10, ça veut pas dire que c'est fini. C'est-à-dire qu'on s'était dit avec Pierre que ça serait aussi intéressant qu'on puisse interagir avec vous, enfin si vous le souhaitez, si vous avez des questions, des envies, des remarques, ce que vous voulez. Et comme il est 14h10, je vous propose de prendre... On peut parler encore, ne vous inquiétez pas...
On a des trucs, on peut se dire des trucs. Mais si vous avez des questions, je propose qu'on commence à en prendre quelques-unes et puis ça relancera la discussion sur. Je sais qu'il y a des auteurs dans la salle, j'en vois au moins un là-bas avec des lunettes, qui peut avoir un retour. Si Andreas a des idées aussi sur comment il construit ses mondes, enfin, ça sera intéressant. Mais lui, il va sur Mars. Comment il traite la science dans ses mondes. Enfin voilà, ça peut être intéressant aussi. Dites-moi. Bonjour. Je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être plutôt une remarque. Mais je suis un peu nouveau dans cet univers. Et il y a un certain nombre de choses intéressantes. Alors, je trouve particulièrement intéressant l'interaction. Excusez-moi, je suis physicien, vaguement. Physicien comme professionnel, dans le laboratoire de physique, c'est ça? Oui. Ah, ouais, d'accord. Je trouve ça particulièrement intéressant, cette interaction entre effectivement écrivains et scientifiques, qui sont des regards très différents et très complémentaires. Pierre Bordage a évoqué plusieurs fois cette question de l'éditeur qui lui met dans la marge ou d'un scientifique qui lui met dans la marge, tout le monde il n'est pas réaliste, etc. Donc moi effectivement en tant que scientifique, quand j'aborde une œuvre de science-fiction, je ne suis pas un grand connaisseur, machin, j'ai toujours ce regard. Mais il y a quand même un truc, c'est que pour moi c'est pas un facteur limitant parce qu'effectivement, je veux dire, on sort de la réalité. Et donc le fait qu'un monde soit pas, enfin un univers ou tout ce qu'on veut, soit pas réaliste, finalement, à un moment, c'est pas tellement gênant parce que y a la dimension poétique des choses, etc. Et que ce que j'attends aussi de la science-fiction, c'est aussi de débrider un peu le côté scientifique. Donc c'est pas une question, hein, c'est une remarque. Je trouve que pour moi, en tant que scientifique, finalement, alors il y a des trucs où ça me gêne énormément quand on me prétend me donner une réponse. Par contre, là où on y met une certaine poésie et un certain décalage, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça amène ce que j'attends aussi de la littérature ou d'une fiction, c'est-à-dire une forme de poésie et une forme de rêve. Oui, ça marche bien ça dans Chronique martienne de Ray Bradbury, où la poésie emporte tout autour de toute autre considération. Et où ça fonctionne très bien, quoi. Bien sûr, ça vous avez tout à fait raison aussi. Mais l'idée de ce dont parlait Pierre, la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire qu'il faut quand même que quand on regarde le film ou quand on lit l'œuvre, on sait bien qu'on nous raconte une histoire. C'est écrit science-fiction, ça n'avance pas masqué, mais écrit science-fiction. On sait que c'est une histoire qu'on nous raconte, quelque chose qui est explicitement faux d'une certaine façon, enfin qui est une invention, quand il faut au sens d'une invention. Mais il faut quand même qu'on puisse y accrocher, qu'on se dise pas, voilà, quand même, ça va pas s'il y a un Deus Ex Machina ou tu sais quoi. Enfin, il y a des films, je sais pas, Prometheus par exemple, pour voir ce film, qui est une catastrophe parce qu'il y a un moment, il y a trop de cuts qui font qu'on coupe. On se dit, mais ça va pas, c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé 5 minutes avant, quoi, ou 10 minutes avant. Donc là, c'est un problème. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence interne, même si c'est des lois curieuses, inventées ou non pertinentes vis-à-vis de notre réel. Il doit quand même y avoir, il y a une obligation, en mon sens, en science-fiction, de cohérence et de rationalité. Il y a une raison aux choses, une raison éventuellement fausse au sens de la physique, de la chimie, de la biologie, au sens des sciences modernes. Mais il y a une raison aux choses et il y a une cohérence interne à préserver. Voilà, c'est ça que je pense que je disais. Et ce qui n'empêche pas des situations parfaitement poétiques ou qui soient aussi très plaisantes, évidemment. Oui, moi je suis une bille en astrophysique ou en physique. Bienvenue au club. Voilà. Mais par exemple, je pense à la série de Aldis sur Heliconia. Oui. Donc, il y a un monde où il y a une météorologie absolument invraisemblable à cause des orbites et machin. Je suis incapable de dire si son monde est cohérent et logique. Il n'empêche que ça m'a beaucoup fait réfléchir sur les saisons sur Terre, les variations de... Et donc, même si c'est une... Je ne sais pas, peut-être que son univers est cohérent scientifiquement, j'en sais rien. Mais ça m'a amené à me poser des questions sur la réalité et essayer de mieux comprendre des phénomènes tout simples. Exactement. Où il n'y a pas des hivers qui durent 300 000 ans ou je sais quoi. C'est absolument parfait, c'est exactement ça. Heliconia, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est une planète qui orbite autour d'une étoile. Et ce groupe-là, il y a d'autres planètes, ce groupe-là orbite autour d'une autre étoile. Donc il y a d'abord la planète autour de l'étoile qui est un peu plus petite que le Soleil, donc il y a typiquement quelque chose comme le climat de la Terre plus frais, mais cette planète et cette étoile orbitent autour d'une autre étoile qui est une géante. Elles peuvent passer très près, et du coup là ça commence à chauffer salement, c'est l'été, et puis c'est un été tonique, et puis très loin. Et là, c'est l'hiver. Enfin, il fait frais, il ne reste plus que la maigre luminosité de l'unique petite étoile autour duquel, et puis l'autre, là-bas, elle est très lointaine, on n'en reçoit plus rien. Et donc, il y a des étés et des hivers très différents en intensité et en durée. Et il y a des êtres sur cette planète
qui dominent la planète selon la saison. Pendant l'hiver, il y a des êtres qui sont dominants sur cette planète parce qu'eux, ils sont adaptés, puis les autres sont planqués. Et puis pendant l'été, ceux de l'hiver, ils sont planqués, puis c'est ceux de l'été qui sortent et qui font des plans. Donc c'est intéressant, ça veut dire que vous êtes sur votre monde, les gars, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ah oui, c'est les guignols de l'été qu'on conçoit, mais ça nous emmerde. Mais non, mais en fait, si on fait ça, pendant qu'on sera, nous, en planqués, les autres vont dire, mais c'est quoi ces trucs à la con, là, ça sert à rien. Donc, il y a ça permet de cette collaboration, enfin, cette bizarrerie, pour nous, bizarrerie biologique, mais ça pose aussi des tas de questions. Et du point de vue astronomique, alors, soit on peut se poser des questions si on est un ignorant en astrophysique, et puis on se dit, c'est quand même les saisons. Ah oui, c'est vrai, comment ça marche les saisons? Est-ce qu'on a les mêmes durées sur Terre, etc., etc. Ça peut inciter à voir, comme vous, c'est super. Mais à l'inverse, on peut, quand on a des connaissances, éventuellement, d'astronomie ou d'astrophysique, on peut rentrer dans le détail, parce que Aldis a donné un petit appendice où il décrit tout son système, et donc on regarde si ça peut marcher, si ça marche bien, est-ce qu'il y a des systèmes comme ça, maintenant qu'on connaît, à l'époque, on connaissait aucune exoplanète, on se doutait qu'il y avait des planètes autour d'autres étoiles, mais on n'en avait pas détecté directement. Et donc, on peut lancer l'enquête scientifique et on peut le faire comme un exercice, comme un jeu. Il y a Al Clément, tu connais cet auteur, un petit maître, on pourrait dire, un auteur mineur de la science-fiction américaine, Al Clément, qui a écrit Mission Gravité. Question de poids. Question de poids. Ça a été retraduit après comme Question de poids. Mais le titre, c'est Mission of Gravity en anglais. Ça a été traduit d'abord Mission Gravité chez Pocket, les premières éditions en français. Et dedans, il explique, il a fait un long article dans lequel il explique comment il a construit son monde, alors là, avec une cohérence scientifique très poussée. J'en ai fait un des bouquins qui est là, dans Science-Fiction, j'en ai fait une analyse très détaillée, même probablement qui passe au-dessus de la tête d'à peu près n'importe qui n'est pas physicien ou physicienne. Mais c'est pour montrer jusqu'à quel niveau de profondeur on pouvait rentrer, pour le sentir concrètement, y compris en montrant qu'on ne comprend pas si on n'est pas physicien. Il a fait une analyse très détaillée, j'ai fait une analyse très détaillée de ça, et ce qu'il appelle, Al Clément, il appelle ça le jeu. Il a dit, quand j'écris des romans, moi je m'attends à jouer un jeu avec mon lectorat, qui est, je construis un monde de la façon la plus cohérente possible. Alors lui, c'est dans la hard science, lui, vraiment, ce qui n'est pas Pierre Bordage, c'est pas la hard science, c'est la soft science. C'est la soft science, mais c'est autre chose. Voilà, c'est un intérêt qui est d'un autre ordre, évidemment. Et lui, il est très dans la hard science, et il dit, je m'attends, et j'attends même de jouer ce jeu avec le lectorat qui va décrypter pour partie, certains de mes lecteurs ou lectrices vont essayer de décrypter ce que j'ai fait et vont essayer de pointer les erreurs que j'ai faites. Et donc j'ai joué le jeu avec Al Clément à 50 ans d'écart pour aller très en profondeur de ce qu'il a pu faire. Mais c'est cohérent. Et ça marche pas mal. Il y a des erreurs, il y a des trucs où il s'est trompé, à mon sens. Il y a une chose, je ne comprends pas comment il a obtenu ça. Je pense qu'il s'est trompé, mais je ne vois pas comment il a pu obtenir ça. Et puis tout le reste, il y a une volonté de cohérence qui est vraiment étonnante, avec des détails pointus. Voilà. D'accord, donc c'est un niveau physicien. C'est pas un niveau je bricole en physique. J'en sais un peu. C'est un niveau physicien, master en physique, quoi, je pense. Donc voilà. Il faut rentrer dans le là. Et une autre chose, il y a un autre rapport marrant entre la science et la science-fiction, c'est la pseudo-science. C'est ce que Joseph Alterac appelait la science fiction. Par exemple, la Terre est plate. Donc, quand Christophe Colomb part à la découverte de la route commerciale pour l'Inde, il arrive au bord du monde et il tombe. Et je trouve qu'il y en a un autre, c'est le labyrinthe de Lysenko, où on imagine que les théories de Lysenko en génétique étaient justifiées. Et ça, ça peut donner des science-fiction avec des mondes alternatifs où les lois du monde sont alternatives, une sorte d'uchronie, mais c'est pas de l'uchronie, c'est de comment dire, avec les lois, un monde qui est le nôtre, mais les lois sont pas les mêmes. Enfin, le nôtre au sens, il y a des chaises rouges, il y a Pierre Bordage et Roland Louc et tout le monde est là, mais il y a des trucs différents dans le fonctionnement du monde, des lois fondamentales du monde, il y a des choses différentes qui s'y déroulent. La science fiction, oui, c'est ça. Eh ben. D'autres questions? Vous remarquez? Ah oui, monsieur là-bas. On vous donne le micro, comme ça, on va vous entendre, tout le monde vous entendra bien. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, sur des univers alternatifs où tout serait cohérent et crédible, mais avec des lois naturelles qui différaient de celles qu'on connaît. Je vais parler à sa place, mais Franck Celsis dit souvent, quand on discute du problème à trois corps, que ça correspond exactement à cet exemple-là, puisque bien qu'on puisse considérer très très souvent la trilogie de Liu Cixin comme de la hard science,
Certains scientifiques vont considérer que non, puisque en fait tout est cohérent, tout est crédible, mais se situe dans un univers dont les lois diffèrent, puisque ces événements et ces phénomènes, même s'ils sont crédibles dans l'univers du problème à 3 corps, ne suivent pas les lois naturelles et les lois physiques de notre univers à nous, comme par exemple le fait que le problème à 3 corps tel qu'il est décrit dans les romans ne pourrait pas survenir dans le nôtre, en fait. Alors, il y a des lois, il y a comme ça d'autres œuvres que celles que vous citez. Greg Egan, notamment, a écrit une série de romans qui s'appelle Orthogonal. Alors lui, Greg Egan, il aime bien jouer avec ça. Alors, Greg Egan, attention, hein, je veux dire, vous pouvez lire Greg Egan, je recommande de lire Greg Egan, mais il n'y a pas de concession au lecteur. Hein, donc, il y a des moments où si vous ne savez pas de physique... minimum maîtrise voilà, de physique. Quoi. Voilà, s'il y a des moments où c'est pas de la physique, juste ça sera ça sera autre chose, ça sera de la poésie, ça sera un autre ordre, vous ne comprendrez pas tous les détails de ce qui est en train de se jouer devant vous. Mais dans Orthogonal, justement, il modifie un élément. Et des fois, c'est un élément, alors c'est très rigolo, parce que du point de vue de la physique, il modifie le signe de quelque chose. Il y a un truc qui était moins, qui devient plus, dans un quelque chose. Et juste, il fait ce changement-là, et après, vas-y, il déroule tout le monde dans cette nouvelle façon d'organiser les choses. Donc c'est jouer avec les lois. Alors d'ailleurs, les scientifiques jouent... Alors, c'est pas vraiment avec les lois qu'ils jouent, mais ils peuvent jouer avec ce qu'on appelle les constantes fondamentales. C'est-à-dire, on a des lois de la physique qui décrivent le monde, et puis un certain nombre de nombres, la constante de gravitation, la masse de l'électron, ou plutôt le rapport de la masse de l'électron et du proton, la constante de structure fine, enfin, un certain nombre de constantes fondamentales qui sont fixées, qu'on mesure. On les appelle fondamentales parce qu'on ne sait pas les calculer ab initio, il faut les mesurer. Leurs valeurs le sont connues par mesure. Alors que d'autres valeurs, il y a des choses qu'on peut connaître par le calcul à partir de choses qui sont mesurées. Et donc ces constantes fondamentales, on peut s'amuser à jouer avec, on tourne les boutons, on dit si c'était plus grand, si la constante de Planck était nulle, plus grande, plus petite, si la constructure fine valait tant, nanani, et de regarder c'est quoi le monde qui se joue, comment évoluent les choses, comment se transforment les choses en changeant les constantes. Et donc voilà ce genre de jeu de sciences spéculatives auquel se livrent aussi les physiciens, en bricolant, si j'ose dire, les lois, là pas tellement les lois, mais les paramètres qui vont régler ces lois et leur intensité relative, qui font des mondes alternatifs qui n'existent pas, puisque les constantes sont telles qu'on les mesure, mais qui permettent de raconter des choses. Donc Reagan fait ça aussi. Ouais. Et ça, c'est évidemment rigolo aussi. Hein. Il y a Vernor Vinge aussi dans... Alors, je ne sais plus comment s'appelle son texte, où la vitesse de la lumière dépend de la position dans la galaxie, quoi. Hein ? Un feu sur l'abîme, voilà, un feu sur l'abîme, exactement, merci. Un feu sur l'abîme. Où la vitesse de la lumière dépend de l'endroit où vous êtes dans la galaxie. Donc si vous êtes au mauvais endroit, vous vous retrouvez scotché comme un con dans un endroit où la lumière est lamentable et vous dites avancez, vous ne pouvez plus avancer parce que vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est interdit. Mais quand elle vaut 30 km/h, vous comprenez que ça va être chaud pour aller d'une étoile à une autre, quoi. Donc il ne faut surtout pas aller glander dans les mauvais coins où il y a des sortes de marécages, vous voyez, de lois de la physique qui vous scotchent littéralement, si vous êtes englué dans le truc. Je trouve que c'est rigolo, comme ambiance, c'est rigolo, quoi. Mais je pense qu'on peut s'amuser à dire des choses contradictoires parce qu'il y a toujours une exception. La fameuse exception, quoi. Ton système n'est pas facile, mais celui-là est extraordinaire, c'est une exception. C'est une exception. Mais de toute façon, en physique, on cherche l'exception. C'est-à-dire que, reprenons par exemple la fameuse découverte du boson de Higgs. Donc il y a ce monsieur X et puis Englert et Brout, enfin 3 physiciens qui font l'hypothèse qu'il existe une particule qui fait blablabla. Très bien. Donc ça, a priori, c'est un modèle. D'accord ? C'est quelque chose qui, une hypothèse, ça semble raisonnable, c'est soutenu par pas mal d'idées théoriques, c'est beau, c'est symétrique, ça a plein de propriétés intéressantes, mais on n'a pas la particule qui va avec, le fameux boson de Higgs, elle n'est pas sous la main. Et on fait des manips pour le détecter. Ça, c'est la partie science. Toi, tu prétends qu'il y a le boson de Higgs, tu vas voir. On va monter une manip et on va regarder s'il est là où tu dis, qu'il a la masse que tu donnes, par exemple. On va faire une expérience pour ça. On fait l'expérience, on trouve exactement ce qui a été dit. Alors évidemment, prix Nobel, la gloire de la science, regardez, c'est génial, on arrive à prédire des trucs et on les constate. Donc ça fait plaisir à tout le monde, ça fait un prix Nobel, mais je pense que si on avait dit aux physiciens, il n'y a pas de boson de Higgs, là où vous dites à telle masse, il n'y a pas le boson de Higgs, ils étaient tout aussi contents, voire beaucoup plus contents, parce que du coup, il y a un truc qui merde, ça merde. Donc il y a du jus de crâne. Là, ça marche, ça marche. Et après, ça marche. Et après, on est un peu embêté parce qu'on a fait la plus grosse machine qu'on savait faire. Pour vérifier ça, on ne sait pas faire la plus grosse machine d'après encore, qui vérifiera d'autres hypothèses. Pour l'instant, on ne sait pas les vérifier. Donc on est dans la merde. On est juste là en train de dire, on ne sait pas, on ne peut plus faire de manip.
Là, c'est l'horizon technique dont je parlais tout à l'heure. On a un horizon technique, on ne sait pas aller à des énergies plus grandes que celles qui sont produites dans le fameux LHC, dans le grand accélérateur du CERN à Genève, et tester des hypothèses à des plus hautes énergies, on ne sait pas le faire. Et donc tout le monde peut raconter ce qu'il veut, je caricature un peu, mais n'importe quel physicien peut raconter ce qu'il veut dans ce domaine d'énergie, sans risque d'être contredit, puisqu'on ne sait pas faire la manip pour le contredire ou pour valider l'éventuelle proposition. Et donc, les exceptions en physique sont super importantes, parce que quand elles arrivent, c'est qu'elles sont l'indice d'un problème dans ce qu'on racontait avant, et elles n'ont pas vocation à rester des exceptions. C'est qu'ensuite, elles ont vocation à, disons, rentrer dans le rang. Soit, comme je disais, on modifie les lois, soit on dit « Ah, il y a une particule nouvelle, je vais l'appeler le boson de Le Hook, et vous allez voir, tout va s'arranger. C'est assez naturellement. Le boson de Le Hook bordage, comme ça, on est tranquille, et comme ça, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ça ne respecte ça ne respecte pas la loi de bordage, et donc on va inventer le boson de Le Hook. Voilà, c'est ça, on va faire un truc comme ça. Donc cette idée-là d'exception en physique, elle est extrêmement importante. C'est les exceptions, quand elles se manifestent, et idéalement, elles se manifestent jamais, très rarement, parce que ça veut dire que les lois fonctionnent, mais quand elles se manifestent, ça c'est intéressant, ça donne un endroit, un fil à tirer. Où la loi ne fonctionne plus. Où les lois ne fonctionnent plus, où il y a un problème, et donc là, il y a un truc intéressant à regarder. Donc l'exception est intéressante, très intéressante en physique, même si on a l'ambition, c'est l'ambition peut-être un peu démesurée de la physique et des sciences naturelles en général, de construire un ensemble de lois capables de décrire tous les phénomènes. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça va progresser quand même. C'est le grand rêve d'Einstein, ça. Oui, d'avoir la théorie du tout, enfin on appelle ça. Unifier les théories. Unifier toutes les théories. Bref, on verra, je ne sais pas si on arrivera un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ça donne du boulot. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un poste. Ça, c'est la précision, hein, on est d'accord. Enfin, j'y piloterai pas plus longtemps, sinon je vais être désagréable. D'autres questions ou remarques? Ou Andreas, je ne veux pas te pousser dans tes retranchements, Andreas, mais si tu as non, ok. Non, mais il a raison, il est dans le public, il n'est pas sur scène, donc il a non. Une dernière, il nous reste quelques minutes, on peut en prendre là une dernière. Merci madame. Ah ben voilà, comme oui, ça. Bonjour. Oui, je pensais à, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la grande énigme du moment, tout ce qui est matière noire et énergie noire. Est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont emparés du sujet pour peut-être proposer des choses qui pourraient intriguer aussi les scientifiques de leur côté Alors, je ne crois pas que des auteurs de SF s'emparant de ce sujet-là, ils ont dû mettre ça en scène d'une façon ou d'une autre, parce que quand il y a des trucs mystérieux, la science-fiction a bien pioché malgré tout dans les endroits controversés en science, là où ça grouille, il se passe des trucs pas clairs, des trucs spéculatifs. Trous noirs, les trous de verre. Trous noirs, trous de verre, matière noire, tous ces trucs-là, ils aiment bien piocher là-dedans parce que c'est des choses où on ne comprend pas en fait. C'est des noms qui sont juste là, et en fait on a donné un nom, mais c'est pour masquer l'incompréhension majeure qu'il y a dans ces choses-là. On a quand même des idées, mais c'est pas, voilà, on peut pas dire on comprend comme on comprend l'électromagnétisme ou je sais pas quoi, la gravitation. Enfin, on comprend pas mal de choses en gravitation. Donc non, il y a peut-être des auteurs qui ont utilisé ça. Je pense que les auteurs ont utilisé ce genre de concept de la physique actuelle ou de l'astrophysique actuelle, mais j'ai pas beaucoup en tête d'endroits où je crois même j'en ai pas en fait, mais c'est pas par ignorance, d'endroits où la physique était nourrie par une idée qui viendrait d'un auteur ou d'une autrice de science-fiction qui se dit, qui fait une proposition. Alors il y a eu quand même des situations, si je caricature, mais c'est pas un auteur de science-fiction, c'est quand Edgar Allan Poe a suggéré une réponse au fait que le ciel soit noir la nuit. Donc vous voyez, le ciel est noir la nuit, vous dites ouais, c'est normal, le soleil est couché. Bon, d'accord. Mais en fait, vous n'avez pas assez pensé. Parce que si vous êtes dans un univers qui est infini, et avec plein d'étoiles, vous dites infini et plein d'étoiles, où que je regarde, mon regard devrait finir par croiser une étoile. Comme dans une forêt, quand vous êtes dans une forêt où il y a plein d'arbres, s'il y a plein d'arbres autour de vous, où que votre doigt pointe, vous finissez par aboutir sur le tronc d'un arbre. Et donc, ce que vous voyez autour de vous, c'est une sorte de continuité. C'est pas le même, mais c'est une continuité qui a l'apparence d'être la surface d'un tronc d'arbre. Et il y en a partout autour de vous. Donc avec les étoiles, vous devriez avoir un ciel incandescent en permanence. Hein? Et c'est pas ce qu'on voit. La nuit, quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas de nuages, on voit des étoiles et du noir entre les étoiles. Donc cette question-là du paradoxe de la nuit noire, eh bien, la première réponse à ce paradoxe, la première bonne réponse à ce paradoxe, était donnée en 1847 dans un poème écrit par Edgar Poe.
et qui a suggéré que si, je le dis, je le reformule, que si la nuit est noire entre les étoiles, c'est parce que les étoiles n'ont pas toujours existé. Et que donc, comme elles n'ont pas toujours existé, on ne peut pas toutes les voir en même temps, parce que certaines sont si lointaines que leur lumière a mis un temps considérable pour nous parvenir, et certaines, leur lumière ne nous est pas parvenue, et donc, on ne les voit pas. Bah, c'est super comme réflexion. Et c'est Poe. C'est un auteur de SF, on va dire, franchement. Enfin, ça s'appelait pas SF à l'époque. Enfin, Fantastique. De fantastique. Enfin, c'est quand même un auteur de fiction, et qui a imaginé cette réponse, qui est la bonne réponse. Il y a des petites subtilités en plus, mais essentiellement avec ça, vous avez capté le bon élément. En 1847, on n'avait pas encore compris que les étoiles avaient une durée de vie finie. Enfin, c'est plus tard avec Thomson, avec Lord Kelvin et d'autres, qu'on a compris que les étoiles avaient une durée de vie finie, qu'elles n'avaient pas toujours existé. Et lui il dit ça. Bah, respect quand même. Sinon, comme bonne réponse, on parle de quantique. Quand on parle de quantique, tout va bien. La solution est quantique. Les quantiques. À une époque, il y avait les nanorobots, les nanomachines. Là, c'est le quantique. Après, il y aura Dieu sait quoi. Le quantique, c'est le vaisseau avance par bond quantique. Enfin, pour moi, ne demandez pas d'expliquer, mais En tout cas, ça marche. ça marche. C'est l'essentiel. Ça, c'est marche. d'ailleurs une question. En fait, ça, c'est. Ça y est, on va être en retard. Alors qu'on était pile à l'heure. Ouais, À cause de ce que tu viens de dire là. On était bon avant. Parce que je le dis, c'est. Ça pose une question. Et je vous démerder avec la réponse. Je ne la donnerai pas. Je n'en sais pas. Est-ce que la physique, elle est là pour être effective, décrire le monde et que ce soit pratique de s'en servir, fonctionnel, ou est-ce que la physique, elle décrit une réalité qui est indépendante de nous et auquel on a accès partiellement par des expériences? Est-ce qu'à la limite, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de cette réalité existante indépendamment de nous? Est-ce qu'il ne suffit pas qu'elle soit fonctionnelle pour que la lumière s'allume, que les avions volent, que les avions fonctionnent? Et donc là, quand il nous dit « mon vaisseau, il fait des bonds quantiques », Ouais, c'est ok. ça marche. Ça marche. Et bien alors, que demander de plus? C'était tout. Voilà, on va conclure sur ça, parce que ça, on est pile à l'heure. Là, vraiment, on est des boss, là, on est vraiment au sommet. Merci à vous. Merci. Merci de votre participation.